Les arachnides sont la classe de chélicérates la plus connue du grand public. Plus de 99% des chélicérates vivants appartiennent à cette classe, dont les représentants les plus connus sont les scorpions ou les araignées, mais nous allons voir qu'il y a beaucoup plus d'ordres. L'organisation interne est surtout remarquable par la présence de poumons, ou phyllotrachées, sortes de poches s'ouvrant à l'extérieur par les stigmates et contenant une série de feuillets à parois minces à travers lesquels se font les échanges gazeux. Le prosome est fortement chitinisé chez les arachnides, procurant à l'animal une protection appréciable. Cependant, la rigidité de cette carapace contraint les arachnides à des mues de croissance périodiques. L'importance de la segmentation abdominale est un indice du degré d'évolution des différents ordres chez les arachnides. Par exemple, les scorpions à l'abdomen très segmenté sont ainsi considérés comme l'ordre le plus primitif de la classe. Les acariens à l'abdomen peu ou apparemment pas segmenté sont considérés comme l'ordre le plus évolué de la classe. Nous allons donc d'abord nous intéresser à la sous-classe des Dromopoda qui rassemble les 4 premiers ordres d'arachnides avec les solifuges, les pseudoscorpions, les opilions et les célèbres scorpions. On commence donc avec l'ordre des solifuges, certainement les plus adorables de tous les arachnides. Ils tirent leur nom du latin signifiant qui fuit le soleil. La plus grande particularité des solifuges est de posséder de très larges chélicères. Ils sont très rapides, atteignant 16 km/h. Un grand solifuge est capable de terrasser un scorpion et même des vertébrés comme des lézards, des petits rongeurs ou encore des oiseaux. La plupart se nourrissent de termites et d'autres petits arthropodes. Les proies sont localisées grâce aux pédipalpes, puis tuées et découpées par les chélicères. Elles sont ensuite liquéfiées par les sucs digestifs hors du corps, puis le liquide est ensuite aspiré par la bouche. Je vais vous présenter rapidement deux espèces, Paragaleodes pallidus de la famille des Galéodidés qui se rencontre de l'Afrique du Nord jusqu'à l'Asie centrale et peut mesurer jusqu'à 15 cm, et de la famille des Daecidés, Gluvia dorsalis se rencontre de l'Espagne jusqu'au Portugal. On est cette fois sur une espèce beaucoup plus petite puisqu'elle mesure dans les 15 mm. On a ensuite l'ordre des pseudoscorpions, qui sont de petits arachnides ressemblant à des scorpions mais avec un corps en deux parties, aplati et en forme de poire. Leur taille varie entre 2 et 8 mm de long. Contrairement aux scorpions, ils ne possèdent pas de queue terminée par un aiguillon puisque l'arrière du corps est courte et arrondie. La partie mobile des pinces contient une glande à venin qui sert à immobiliser leur minuscule proie. Ils produisent de la soie à partir d'une glande dont le canal débouche au niveau des chélicères pour fabriquer un cocon en forme de disque leur permettant de s'accoupler, de muer ou d'hiberner. Les 3000 espèces répertoriées se retrouvent partout dans le monde. De la famille des Chéliferidae, Chélifer cancroides est une espèce cosmopolite qui mesure 2,5 à 4,5 mm de long. Les mâles maintiennent de petits territoires d'accouplement de quelques centimètres carrés et lorsqu'une femelle entre sur le territoire, le mâle initie une danse d'accouplement et dépose éventuellement un spermatophore qui est ensuite recueilli par la femelle. Le développement de l'œuf à celui de la maturité prend un peu plus d'un an et comporte 3 mûres impliquant la construction d'un nid de soie. On peut également citer la famille des Néobicidés qui est intéressante de par les deux très longs pédipalpes ornés de pinces qui ressemblent fortement aux pinces des vrais scorpions. C'est le cas chez l'espèce Stenoia pengae dont les pédipalpes se composent d'une main et d'un doigt immobile avec un doigt mobile contrôlé par un muscle adducteur. On a ensuite l'ordre des opilions, mieux connu sous le nom de faucheurs, qui se distinguent des araignées par l'absence de venin et de soie et par le fait que leur prosome et leur opistosome sont soudés. On les reconnaît notamment par leurs 4 paires de pattes filiformes qui sont habituellement longues et fines. On en recense plus de 6500 espèces qui se trouvent un peu partout dans le monde, mais ils sont plus fréquents et diversifiés dans les forêts tropicales. L'espèce Phalangium opilio appartient à la famille des Phalangidés. C'est l'une des espèces les plus répandues de la planète. Originaire d'Eurasie, l'espèce fut introduite en Amérique du Nord, en Afrique du Nord et en Nouvelle-Zélande. C'est un chasseur nocturne qui se nourrit de petits animaux vivants ou morts. Ses hanches, ses chélicères et ses pédipalpes sont légèrement jaune-orangé tandis que son corps présente une face dorsale grisâtre et verruqueuse, mais l'ornementation varie grandement selon les spécimens. On peut notamment voir ses yeux noirs et saillants sur la face dorsale. De la famille des sclérosomatidés, on peut citer l'espèce Leiobunum rotundum qui possède des glandes odorantes à l'avant de son corps produisant une sécrétion repoussant les prédateurs. En plus de ses proies animales, il est opportuniste puisqu'il suce parfois le jus des fruits trop mûrs ou meurtris. Appartenant à la même famille, on peut citer l'espèce Hadrobunus grandis qui se rencontre aux États-Unis. Il y a également des espèces d'opilions à l'aspect différent, comme Trogulus tricarinatus de la famille des Trogulidés. Cette espèce mesure entre 7 et 9 mm et possède un corps aplati et étroit avec des pattes courtes et robustes. Cet opilion est largement répandu en Europe et a été introduit en Amérique du Nord. On le retrouve généralement dans les zones calcaires au niveau de la litière des feuilles. Il est dur à repérer car il se déplace lentement et est généralement couvert de terre. Il se nourrit de vers de terre et d'escargots et il pondra ses œufs dans les coquilles vides. Mais de mon point de vue, la famille la plus impressionnante dans l'ordre des opilions est celle des Gonileptidés qu'on va retrouver en Amérique du Sud et dont la forme du corps donne un petit côté alien. On peut citer l'espèce Pachyloidelus goliath qu'on rencontre en Argentine et qu'on peut admirer ici en train de dévorer son festin, ou encore l'espèce Lacronia secchi qui possède une magnifique ornementation de granules jaunes sur le scrutum dorsal. Ah, les scorpions, source de mythes et légendes. Il suffit simplement d'observer leur empreinte dans la culture des différents peuples pour s'apercevoir que ce sont les chélicérates les plus connus du grand public, juste derrière les araignées. L'ordre des scorpions rassemble des espèces qui se distinguent par des pédipalpes développés en pince et par l'aiguillon venimeux qu'ils portent au bout de leur queue. Ce sont des animaux particulièrement résistants que ce soit au froid, à la chaleur, aux jeunes ou même aux radiations ionisantes.
Ils ont une grande faculté d'adaptation qui leur a permis de s'installer sur tous les continents et dans tous les biotopes, y compris sous la neige et dans les zones marines intertidales. Les scorpions sont des prédateurs essentiellement insectivores, avec une activité nocturne et crépusculaire. Ils se nourrissent uniquement de proies vivantes qu'ils paralysent à l'aide de leur venin ou maintiennent solidement entre leurs pinces. Ils utilisent toutefois leur venin avec parcimonie puisque le stock met 2 semaines à se reconstituer. Toutes les espèces de scorpions sont venimeuses et la quasi-totalité des espèces utilisent des venins neurotoxiques servant à paralyser la proie. Ils sont vivipares ou ovovivipares et donnent naissance à chaque portée entre 3 et plus d'une centaine de petits appelés pullus que la femelle porte sur son dos jusqu'à la première mue. Les scorpions se divisent en 2 sous-ordres, que sont les Branchioscorpionina et les Neoscorpi. Le premier sous-ordre des Branchioscorpionina ne contient que des espèces fossiles et il se divise en 4 infraordres, que sont les Bilobosternina, les Holosternina, les Lobosternina et les Mesosternina. On va s'intéresser seulement aux 2 premiers, puisque chez les Bilobosternina, on retrouve le Brontoscorpio anglicus qui vivait au Silurien, soit il y a 420 millions d'années. Il mesurait jusqu'à 90 cm de long. C'était un arthropode marin, puisqu'au Silurien, il n'y avait pas encore de vie animale sur Terre. Mais certains arthropodes pouvaient sortir de l'eau, et c'est probablement le cas de Brontoscorpio, qui pouvait respirer brièvement à l'air libre. Et dans l'infraordre des Holosternina, il y avait notamment le Pulmonoscorpius kirktonensis qui appartient à la famille des Centromachidae. Celui-là était terrestre et pouvait mesurer jusqu'à 70 cm de long, alors qu'aujourd'hui le plus gros scorpion ne dépasse pas les 20 cm. Ce gigantisme est dû au taux de dioxygène atmosphérique plus élevé au Carbonifère, ce qui a engendré plusieurs espèces d'arthropodes de très grande taille, mais ça ce sera dans une autre vidéo côté mandibulate. En Écosse, on a aussi découvert le Gigantoscorpio wilsey, qui vivait également au Carbonifère et était encore plus grand, puisqu'atteignant 90 cm de long. Si on revient dans le sous-ordre des Neoscorpi, on voit qu'ils se divisent en 2 infraordres que sont les Paléosterni et les Orthosterni, et c'est dans ce dernier que se trouvent toutes les espèces actuelles de scorpions. Androctonus australis est une espèce de la famille des Buthidae que l'on rencontre en Afrique du Nord. Il vit plutôt dans les zones sableuses désertiques, mais on le rencontre également en campagne ou à proximité des habitations. En général, il ne creuse pas de terrier, mais s'abrite sous des pierres. Il mesure 10 à 12 cm de long et se nourrit d'insectes, de lézards et de petits rongeurs. Son venin est très toxique et peut entraîner la mort chez les humains, notamment les personnes âgées ou les jeunes enfants. Quand il n'est pas létal, le venin peut provoquer des dégâts importants et parfois irréversibles. Appartenant également à la famille des Buthidae, le scorpion languedocien, Butus occitanus, se rencontre en France, dans la péninsule ibérique et en Afrique du Nord. Il est facile à reconnaître par sa couleur uniformément jaune et par le fait que ce soit le plus grand scorpion européen, puisqu'il mesure 8 cm des pinces à l'extrémité de la queue. Il se trouve souvent dans les zones sèches et chaudes avec une végétation clairsemée où il se cache sous les pierres pendant la journée. Le scorpion noir à queue jaune, Euscorpius flavicodis, appartient à la famille des Euscorpiidae. Cette espèce se rencontre également en France, dans le sud, ainsi qu'en Italie et en Espagne, où il se cache souvent sous les tuiles ou les pierres des vieilles maisons. Il mesure 3,5 à 4,5 cm de long et est caractérisé par sa couleur noire et ses pattes qui vont du jaune paille au jaune or. Comparé aux 2 espèces précédentes, Euscorpius flavicodis préfère l'humidité. De la famille des Scorpionidae, Pandinus imperator fait partie des plus grands scorpions connus à ce jour. Sa taille adulte est d'environ 20 cm queue comprise. Ses pinces sont larges mais surtout puissantes, et sa piqûre peut s'avérer très douloureuse, mais aucun décès n'a été signalé à ce jour. Il peut s'attaquer à des vertébrés comme des rongeurs ou des lézards. Les juvéniles comptent sur leur dard venimeux pour paralyser les proies, tandis que les adultes misent tout sur leurs grosses pinces. De la même famille, Heterometrus spinifera se rencontre en Asie du Sud-Est. Généralement, ce scorpion vit dans la pénombre des sous-bois et il creuse des galeries dans le sol où il peut se cacher durant la journée. Un peu plus petit que son cousin, il mesure 12 à 15 cm de long et possède aussi une paire de pinces très développée. Son venin peut provoquer une douleur très forte, des troubles oculaires ainsi que de légers engourdissements autour de la zone touchée, mais pas la mort chez l'homme. Revenons maintenant sur notre arbre pour faire un bref récapitulatif de notre parcours. Nous sommes bien dans l'embranchement des arthropodes, côté arachnomorphes, dans le sous-embranchement des chélicérates. Les pycnogonides divergent des euchélicérates, puis les limules divergent des planaterga, les camataspides des sclérophorata, et enfin dans ce dernier groupe nous avons les euryptérides et leurs groupes frères les arachnides. Nous venons de voir la sous-classe des dromopoda, il nous reste donc tous les autres ordres d'arachnides qui sont placés dans le clade des micrura. Et on commence par le plus gros morceau, à savoir la sous-classe des acariens. Ils sont généralement de taille minuscule, puisque certains sont microscopiques, ne mesurant que quelques dizaines de micromètres, les plus grands dépassent rarement les 2 cm. Le corps est particulièrement compact pour un arthropode en raison de la fusion du prosome et de l'opistosome en une masse unique et de la quasi-disparition des traces de segmentation. Il en existe près de 50 000 espèces répertoriées, mais la diversité réelle du groupe est probablement bien supérieure. La variété de leur adaptation, de leur niche écologique ainsi que de leur mode d'alimentation est sans égal chez les arachnides. Beaucoup d'espèces vivent librement dans le sol ou dans l'eau, mais les acariens ont aussi développé une grande diversité de relations avec d'autres êtres vivants, que cela soit les animaux ou les végétaux, allant de la phorésie, qui est l'interaction entre 2 organismes où une espèce est transportée par une autre, jusqu'à l'endoparasitisme. Comme nous allons le voir, il existe en particulier un grand nombre d'espèces parasites, parfois pathogènes pour les plantes, les animaux ou l'homme. La sous-classe des acariens se divise en 2 superordres, que sont les actinotrichida, qui correspondent aux acariformes, et les anactinotrichida, qui correspondent aux parasitiformes.
Commençons avec les acariformes qui se divisent en deux ordres, que sont les trombidiformes et les sarcoptiformes. Les sarcoptiformes rassemblent plus de 15 000 espèces et se divisent en deux sous-ordres, que sont les Endeostigmata et les Oribatida. Et là, ça commence à être un beau bordel dans l'arbre. On les appelle moss mites en anglais, ce qu'on peut traduire par acariens de la mousse puisqu'on les retrouve dans les sols forestiers. Ils se nourrissent d'une grande variété de matières organiques, comme des plantes vivantes ou mortes, des mycètes, des lichens et des charognes. Certains sont prédateurs, mais aucun n'est parasite, et les habitudes alimentaires peuvent différer entre les individus immatures et adultes chez une même espèce. On commence par le plus petit des deux sous-ordres, celui des Endeostigmata, avec le genre Nanorchestes de la famille des Nanorchestidae, qui se rencontre dans les régions les plus froides du globe. D'une taille d'environ un quart de millimètre, le genre se retrouve dans les sols antarctiques et dans une moindre mesure sur les glaciers. On passe ensuite au sous-ordre des Oribatida, dont les espèces sont connues pour avoir un métabolisme et un développement lent, accompagnés d'une faible fécondité. Dans la cohorte des Astigmatina, la sous-cohorte des Pseuroptidia, la superfamille des Pseuroptoidea et la famille des Sarcoptidae, le sarcope, Sarcoptes cabili, est une espèce d'acarien responsable de la gale, dont le principal symptôme chez l'homme est la démangeaison. C'est la femelle qui provoque la gale, en creusant dans l'épiderme des galeries où elle dépose ses œufs. Ces tunnels entraînent par la suite l'apparition de petits sillons. Ce parasite se transmet à 95% des cas par contact cutané, et dans quelques rares cas par l'intermédiaire de vêtements. La sous-espèce Sarcoptes cabili hominis, qui est la sous-espèce parasitant l'homme, ne peut survivre plus de 72 heures hors de la peau de son hôte. Appartenant à la même sous-cohorte, mais cette fois à la superfamille des Pyroglyphoidea et à la famille des Pyroglyphidae, Dermatophagoides pteronicinus est une espèce d'acarien qui se nourrit de détritus organiques, telle la peau morte, et qui s'épanouit chez vous. C'est l'une des espèces les plus abondantes dans les environnements domestiques, qui est une cause fréquente d'asthme et de symptômes allergiques dans le monde entier. Leur intestin contient des enzymes digestives puissantes qui persistent dans les excréments et sont les inducteurs majeurs de réactions allergiques, telles que la respiration sifflante. L'exosquelette de l'acarien peut également contribuer à des réactions allergiques. La durée de vie moyenne pour un mâle est de 10 à 19 jours, tandis qu'une femelle à couper peut vivre jusqu'à 70 jours, où elle pondra de 60 à 100 œufs. Toujours chez les Oribatida, mais dans une autre cohorte, celle des Paleosomata, on retrouve la famille des Acaronychidae et le genre Stomacarus qui peut mesurer jusqu'à 3 mètres. Non mais c'est bon les gars. Allez, on retourne en arrière pour aller voir les espèces de l'ordre des Trobidiformes qui rassemblent plus de 20 000 espèces d'acariens. Ils se divisent en deux sous-ordres que sont les Prostigmata et les Sphaerolichida, mais on va s'intéresser seulement au premier. De la supercohorte des Anistides, de la cohorte Parasitengona dans la superfamille des Trombidioidea et de la famille des Trombidiidae, oui je sais c'est un bordel sans nom, le Trombidion soyeux, Trombidium holocericeum ou acarien rouge est une grosse espèce mesurant 4 à 5 mm. Il tient sa couleur rouge des pigments appelés caroténoïdes, ce qui avertit ainsi les prédateurs de sa toxicité. Son corps est couvert de fins poils, ce qui lui donne un aspect soyeux. Les adultes se déplacent librement à la recherche de petits animaux comme des pucerons ou des œufs d'insectes à dévorer. Les larves par contre recherchent un hôte pour s'y agripper, souvent un insecte comme un criquet ou une mouche, mais aussi des arachnides comme des oplions ou des araignées. On les repère comme de petits globules rouges sur leurs hôtes, se nourrissant du liquide de leur corps, sans leur causer de dommages mortels. Quand leur proie ne leur suffit plus, ou si les larves sont arrivées à maturité, elles se laissent tomber et partent vivre leur vie dans un monde inconnu. On revient en arrière pour aller dans la super cohorte des Éleuthérengonides, dans la cohorte des Raphiniatae, dans la superfamille des Tetranychuidea et de la famille des Tetranychidae avec le Tetranicus urticae, qui est une espèce parasite de nombreuses espèces végétales et considéré comme un important ravageur de culture de par sa répartition cosmopolite. Les adultes présentent sur le dos deux taches sombres caractéristiques. La femelle mesure 0,5 mm de long, le mâle plus petit et plus élancé n'atteint que 0,3 mm de long. Cet acarien est très polyphage puisque plus de 1000 espèces de plantes hautes réparties en 125 familles sont susceptibles de l'accueillir. Aussi bien des plantes sauvages que des plantes cultivées. Parmi celles-ci on peut citer le haricot et le concombre, et des cultures en plein champ comme le houblon, le cotonnier, le trèfle, le tournesol ou encore la vigne. Les dégâts directs sont dus aux piqûres nutritiales de l'acarien. En conséquence, les feuilles prennent un aspect moucheté puis se dessèchent et en cas de pullulation des acariens, la plante peut mourir. De tels dégâts sont à craindre en serre où les colonies de cet acarien peuvent atteindre des densités très élevées. Toujours de la cohorte des Raphiniatae mais de la superfamille des Chelitoidea et de la famille des Demodicidae, Demoflex folliculorum est une des deux espèces vermiformes du genre Demodex vivant dans les follicules pileux des humains. Allez-y, grattez-vous l'œil, ça fait plaisir. À l'état adulte, il mesure 0,3 à 0,4 mm et semble présent partout où il y a des humains. Il a un corps semi-transparent, allongé et composé de deux segments fusionnés. 8 pattes courtes et segmentées sont attachées au premier segment du corps qui est recouvert d'écailles pour s'ancrer dans le follicule pileux. Demodex folliculorum possède des pièces buccales en forme d'épingle pour manger les cellules cutanées et le sébum qui s'accumulent entre les follicules pileux. Ils peuvent quitter ces derniers et se déplacer lentement sur la peau, à une vitesse de 16 à 8 cm par heure, surtout la nuit car ils essayent d'éviter la lumière. Cet acarien dispose d'un système digestif très efficace, ce qui lui permet de ne pas rejeter des déchets autres que gazeux. Il ne dispose pas d'anus et son abdomen grossit jusqu'à sa mort. Le transfert d'individus entre les autres se fait par contact avec les cheveux, les sourcils et les glandes sébacées du visage.
On passe maintenant au deuxième superordre des acariens, celui des Anactylotrichidae, ou pour faire plus simple, les parasitiformes. Malgré ce nom, seule la moitié des espèces décrites sont parasites. Ils se subdivisent en 4 ordres, que sont les Holothyrida, les Ixodida, les Mesostigmata et les Opilioacarida. Les Holothyrida sont un petit ordre d'arachnides qui rassemble seulement une trentaine d'espèces. Mesurant souvent 2 mm, il s'agit de gros acariens avec un corps fortement sclérosé. Ils se nourrissent principalement des fluides corporels des arthropodes morts, et c'était peut-être la façon la plus courante pour les parasitiformes de se nourrir avant de s'adapter à prélever le sang des animaux vivants. Les différentes espèces sont peu représentées, mais sur ce schéma vous pouvez voir l'Eiotyrus nitidissimus de la famille des Holothyrinae. Justement, parlons-en de cette adaptation à prélever le sang, avec l'ordre des Ixodida, qui rassemble ce qu'on appelle couramment les tiques. Les tiques sont des acariens ectoparasites de vertébrés, que cela soit des mammifères ou des sauropsides comme les lézards et les oiseaux. La tique passe une partie de sa vie au sol, avec l'éclosion et la métamorphose, puis elle se met en quête d'un hôte sur lequel elle reste ancrée au niveau de la peau et se nourrit de son sang grâce à un rostre, et peut, à cette occasion, transmettre à son hôte de nombreux agents pathogènes. Ce sont surtout les femelles adultes pleines ou en train de se gorger de sang qui sont les plus repérables, car bien plus grosses que lors des autres stades de développement. A titre d'exemple, on a pesé sur une balance de précision une femelle de la tique Yaloma asiaticum, avant et après son repas final. Elle était 624 fois plus lourde après son repas qu'avant. Pour un être humain, ce serait comme de passer de 60 kg à 37 tonnes après 4 ou 5 jours de repas constants. De tels repas permettent aux tiques de pondre jusqu'à plusieurs centaines de milliers d'œufs. Pour atteindre un hôte de passage, les nymphes de tiques sont souvent en attente, au sommet d'un brin d'herbe, à l'extrémité d'une branche ou d'une feuille, prêts à s'accrocher à tout corps qui les frôlera. Les tiques actuelles se répartissent en 3 familles. Les Argacidés, qualifiés de tiques molles avec des téguments non sclérifiés, les Ixodidés, qui sont qualifiés de tiques dures, possédant des zones de téguments chitinisés durs, et enfin les Noutalielidés, qui sont une famille intermédiaire entre les deux précédentes. On commence par la famille des Argacidés avec l'espèce Ornithodoros savinii qui est parasite des humains, du bétail et des animaux sauvages. On la rencontre principalement dans les régions semi-désertiques d'Afrique ou du sud-ouest de l'Asie. Elle peut survivre pendant de longues périodes sans se nourrir, passant la majeure partie de sa vie enfouie dans le sable ou dans le sol meuble en attendant que des animaux viennent se reposer à proximité. Cette espèce est intéressante en raison de sa salive qui empêche l'activation et l'agrégation des plaquettes, c'est-à-dire la coagulation sanguine. Également de la famille des Argacidés, Autobus magnini, surnommée la tique de l'oreille épineuse, n'est parasitaire qu'au stade larvaire. Comme son nom l'indique, les formes parasitaires se trouvent généralement dans les oreilles de l'hôte définitif. Cette tique a une distribution mondiale avec des hôtes comme les chevaux, les bovins, les moutons ou les chèvres. Leur tendance à se reproduire en grand nombre peut causer des ulcérations de l'oreille interne, une sensibilité élevée des oreilles, des pertes sanguines importantes et même la surdité. Les animaux très infestés secouent et se frottent souvent la tête, ce qui peut entraîner l'exoriation de leurs oreilles externes. On passe maintenant à la famille des Ixodidés, qualifiée de tique dure, avec l'espèce Ixodes scapularis, surnommée la tique du cerf, en raison du fait qu'elle prend souvent pour hôte le cerf de Virginie. La femelle adulte voit son volume augmenter 200 fois après 3 ou 4 jours de repas. Elle est alors gonflée du sang de son hôte, ce qui lui permettra de produire plusieurs milliers d'œufs pondus par un orifice qui semble presque situé sous la bouche tant son abdomen est distendu avant la ponte. La femelle engorgée a alors l'apparence d'un sac couleur gris bleuté et c'est à ce moment-là qu'elle est le plus facilement repérable sur les animaux ou le corps humain. On peut retenir le fait que Ixodes scapularis est considéré comme étant le principal vecteur de la forme nord-américaine de la maladie de Lyme par la transmission de la bactérie du genre Borrelia. Enfin, pour illustrer la dernière famille des Noutalielidés, j'ai choisi de vous montrer l'espèce Noutaliella namaka qui se rencontre en Tanzanie, en Namibie et en Afrique du Sud. La position basale dans l'arbre phylogénétique de la famille des Noutalielidés par rapport aux 2 autres familles qu'on a pu voir précédemment a été confirmée par des études moléculaires. Noutaliella namaka possède un bouclier dorsal partiellement sclérosé appelé pseudoscrutum. Des expériences récentes ont montré que les espèces de lézards seraient les hôtes préférés de cette espèce. On passe maintenant à l'ordre des Mesostigmata qui rassemble près de 11 500 espèces. Un bon nombre de ces acariens ne sont pas parasites, mais des prédateurs libres et actifs. Ils sont reconnaissables à l'unique paire de spiracles positionnés latéralement sur le corps. Donc je vais vous présenter 2 espèces, du sous-ordre des Monogynapsida et de la sous-cohorte des Dermaniciae. Phytozeilus persimilis est une espèce de la famille des Phytozeidae. C'est une espèce d'acarien très mobile et qui est prédateur d'autres acariens. Cette espèce est notamment utilisée dans le monde entier, dans la lutte biologique contre l'espèce Tetranicus urticae dont nous avons eu l'occasion de parler avec les trombidiformes. Phytozeilus persimilis a été transporté accidentellement sur des orchidées du Chili en Allemagne en 1958, lui permettant de se répandre dans le monde entier. La femelle adulte est de couleur orange à rouge vif et mesure 0,5 mm de long, ce qui est nettement plus gros que le tétranique. Les femelles adultes pondent des œufs sur le dessous des feuilles entre les colonies de tétraniques pendant environ 3 semaines à raison de 2 à 3 œufs par jour pour un total d'environ 50 œufs. Les femelles sont 4 fois plus nombreuses que les mâles et les œufs sont transparents de forme ovale environ 2 fois plus gros que les œufs du tétranique. Après 3 jours à 20 degrés, une larve éclot, puis un jour plus tard, elle se transforme en une protonymphe qui recherche activement de la nourriture. Après avoir mangé 4 ou 5 œufs de tétranique, elle se transforme en deutonymphe qui mangera environ 6 œufs de tétranique ou jeune stade.
L'adulte, quant à lui, mange environ 6 à 7 tétraniques par jour. C'est un prédateur très efficace qui peut éradiquer complètement sa proie dans une serre. Si la proie s'étend, le prédateur s'étendra également et devra être réintroduit plus tard. En cas de pénurie alimentaire, Phytozeilus persimilis peut devenir cannibale ou se tourner vers d'autres sources d'alimentation comme des insectes de l'ordre des Tisanoptères. À 20 degrés, la population d'acariens prédateurs se multiplie 300 fois en 30 jours, alors qu'à 26 degrés, elle se multiplie déjà plus de 200 000 fois. Il existe même des entreprises spécialisées dans l'approvisionnement de Phytozeilus persimilis. Je vais vous présenter une deuxième espèce de l'ordre des Mesostigmata, mais qui cette fois est parasite, puisqu'il s'agit de Varroa destructor, de la famille des Varroidés, qui est une espèce d'acarien parasite de l'abeille adulte, ainsi que des larves et des nymphes. Originaire de l'Asie du Sud-Est, Varroa destructor vit normalement aux dépens de l'abeille asiatique Apis cerana, qui résiste à ses attaques. Mais cet acarien parasite a colonisé toutes les zones où l'abeille domestique européenne Apis mellifera est présente, ce qui en fait désormais un problème d'ordre mondial. Ce parasite provoque des pertes économiques importantes en apiculture, et il est l'une des causes principales de la diminution du nombre d'abeilles. Enfin, il reste l'ordre des Opilioacarida qui ne contient qu'une seule famille, celle des Opilioacaridae, qui rassemble une quarantaine d'espèces. On les reconnaît à leur soie fortement transformée sur la tête et le corps. La plupart des espèces se nourrissent d'animaux morts et ont été retrouvées sous les pierres et sont probablement actifs la nuit. Les Opilioacaridae vivent exclusivement dans les régions chaudes et tropicales, principalement dans les habitats assez secs. Ici, vous pouvez voir l'espèce Neocarus proteus. Enfin fini avec les acariens et on passe à l'ordre suivant avec les Palpigradi. Cet ordre regroupe une centaine d'espèces actuelles qui sont des arachnides de petite taille d'une longueur inférieure à 3 mm. Les palpigrades ne possèdent pas d'yeux et vivent dans les sols humides, sous les pierres, profitant du moindre interstice, généralement dans les régions tropicales et subtropicales, bien qu'on en trouve sur tous les continents à l'exception des zones polaires. Toutes les espèces connues de palpigrades sont prédateurs et se nourrissent de minuscules invertébrés qui vivent dans le sol. Eucoenenias pelaea est une espèce de palpigrade de la famille des Eucoenenidae. Cette espèce se rencontre dans les grottes en France et dans la majeure partie de l'Europe centrale. Également méconnus, l'ordre des Riccinulei ou ricinules sont de petits arachnides des régions tropicales mesurant entre 5 et 10 mm qui vivent dans les matières en décomposition et se nourrissent de petits arthropodes. Ils se caractérisent par la présence d'un petit couvercle, le cuculus, qui peut être soulevé et abaissé sur la tête. Lorsqu'il est abaissé, il recouvre les chélicères. On en connaît une centaine d'espèces et quelques fossiles connus depuis le Crétacé. Ici vous pouvez voir l'espèce Cryptocellus gunaiti de la famille des Ricinoididae et qui est endémique du Costa Rica. On a ensuite l'ordre des Trigonotarbida, dont tous les représentants sont éteints et vivaient du Silurien au Permien. Certaines espèces étaient fortement protégées par une armure avec des épines et des tubercules. Environ 70 espèces sont actuellement connues, dont la plupart des fossiles datent du Carbonifère. Les Trigonotarbida ressemblent superficiellement à des araignées, mais sont facilement reconnaissables à la présence de tergites sur la face dorsale de l'abdomen, divisée en plaques médianes et latérales. Ce caractère est commun aux Riccinulei, avec lesquels ils ont sûrement un lien de parenté. La longueur du corps varie de quelques millimètres à environ 5 cm. Eophrinus jerami appartient à la famille des Eophrinidae et pouvait atteindre 2,5 cm. De récentes études ont révélé que cette espèce était recouverte de pointes protectrices sur la moitié arrière du corps. Eophrinus jerami avait de longues pattes qui lui permettaient de courir et de chasser sur le sol de la forêt. On passe ensuite sur le clade des Tetrapulmonata, dont les espèces se caractérisent par la présence de poumons jumelés occupant les deuxième et troisième segments opistosomaux, un grand pharynx post-cérébral, des chélicères sous-chélatés, une articulation complexe coxo-trocanérale dans les appendices locomoteurs, un muscle dépresseur prétarsal apparaissant dans la rotule, un pédicelle formé en partie par des éléments ventraux du deuxième segment opistosomique et un axonium spermatozoïde avec une disposition en microtubule. Le clade des Tetrapulmonata se subdivise en deux, avec les Sericodiastida et les Schizotarsata. Nous allons d'abord nous concentrer sur ce dernier qui se divise à nouveau en deux avec le clade des Pedipalpi et l'ordre des Aptopoda. Ces derniers forment un ordre éteint d'arachnides dont une seule espèce est rattachée, Plesiosyromadelei, qui vivait au Carbonifère. Aptopoda vient du grec aptos, qui signifie tangible selon le sens du toucher, et podos qui signifie pied, et fait référence à la paire de pattes avant assez longue de Plesiosyromadelei, avec les extrémités subdivisées qui semblent avoir servi à l'animal pour se repérer et se déplacer. On revient maintenant dans notre clade des Pedipalpi qui se subdivise lui aussi en deux, avec le clade des Camarostomata et l'ordre des Amblypiges. L'ordre des Amblypiges rassemble des espèces qui sont également appelées frines. Ils sont connus notamment par le film Harry Potter et la Coupe de Feu où on peut voir Maugrey jeter les sortilèges impardonnables sur un pauvre petit amblypige. La plupart des espèces vivent dans les régions humides, mais on en retrouve aussi dans les régions sèches. Ces animaux se cachent un peu partout, dans les fissures d'arbres, des rochers, dans les grottes, les troncs d'arbres creux et toute infractuosité qui peuvent les abriter. De couleur brunâtre à grisâtre, ils font preuve d'un mimétisme très performant. Les amblypiges sont nomades et ne font pas de terrier comme les scorpions. Ils changent souvent de cachette au gré de leur déplacement. Ils se déplacent rarement au sol et se tiennent toujours sur une paroi quelconque. Ce sont des animaux nocturnes et lucifuges. Solitaires, ils restent cachés toute la journée dans leur retraite et chassent la nuit. Ils se déplacent avec leurs 6 pattes arrière et se servent de la première paire comme d'antennes ou pattes tactiles pour détecter les obstacles et les proies. Munis de puissants pédipalpes rapides comme l'éclair, ils saisissent brusquement leur proie qui, une fois immobilisée, est amenée au chélicère. Ces derniers vont broyer leur proie pour en
faire une bouillie qui sera ensuite aspirée. Une fois le repas terminé, l'exosquelette est rejeté, vidé de toute substance. Damon Medus est une espèce de la famille des Phrynicidae qui mesure 3 à 4 cm de corps. Cette espèce se rencontre en Afrique centrale. C'est un animal strictement arboricole qui se déplace latéralement de la même façon que le ferait un crabe. On peut également prendre l'exemple de l'espèce Acanthophrinus coronatus de la famille des Phrynidae qui est le plus grand des amblipiges avec 4,5 cm de longueur. Cette espèce se rencontre au Mexique et au sud des États-Unis. On revient encore de nouveau en arrière, et oui je sais, vous adorez ça, vous êtes habitués maintenant, dans le clade des Camarostomata, qui se subdivise lui-même en deux ordres que sont les uropiges et les Schizomida. L'ordre des uropiges rassemble une centaine d'espèces actuelles, qui sont toutes placées dans la famille des Téliphonidae. L'uropige ressemble un peu à un scorpion, cependant il ne possède pas de glande à venin, mais possède plutôt une paire de glandes anales caractéristiques de l'ordre, situées à la base du flagelle de chaque côté de l'anus. Ces glandes peuvent propulser de fines gouttelettes de répulsif composées d'acide acétique, octanoïque, formique ou chloré. L'uropige peut ainsi projeter ce liquide à 30 cm, ce qui en fait un système de défense particulièrement efficace contre divers prédateurs, surtout quand il vise les muqueuses et les yeux. À part quelques espèces qui se sont adaptées et supportent une relative sécheresse, les uropiges vivent dans les milieux tropicaux-humides. Ils possèdent de puissants pédipalpes qui leur servent à capturer les proies et lors des accouplements. Depuis tout à l'heure, on peut voir la magnifique espèce qui est Mastigoproctus giganteus, qui est endémique du Mexique, cantonnée aux régions chaudes et humides. C'est la plus grande espèce d'uropige, atteignant les 7 cm pour les plus gros individus. L'autre ordre proche des uropiges est celui des Schizomida. On en connaît près de 350 espèces actuelles qui mesurent généralement moins de 5 mm, mais parfois jusqu'à 10 mm. Les Schizomidas sont généralement tropicaux et ont tendance à vivre dans la couche supérieure du sol ou dans les cavités, leur permettant ainsi d'éviter la dessiccation, puisqu'ils recherchent l'eau et évitent la lumière. Certaines espèces vivent dans les cavernes et quelques-unes vivent dans les colonies de termites ou de fourmis. Comme chez les uropiges, le dernier segment porte une courte queue en forme de fouet ou de flagelle. Leurs pattes postérieures sont modifiées pour sauter, ce qui leur permet de s'enfuir lorsqu'ils sont menacés. Comme nous avons pu le voir chez les deux ordres précédents avec les amblipiges et les uropiges, les espèces du clade des pédipalpés n'utilisent que 6 appendices pour marcher, ayant modifié leur première paire pour servir d'organes sensoriels. Sur ces photos, on peut voir l'espèce Hubardia pentaltis qui est une espèce appartenant à la famille des Hubardiidae.